Ils pensaient qu'embaucher un vagabond brisé et sans emploi pour jouer le rôle de mari serait leur perte ultime. Ils ne réalisaient pas qu'ils invitaient un auditeur judiciaire de premier plan au milieu d'eux, un homme qui savait exactement comment les enterrer dans la paperasse même qu'ils utilisaient comme arme. Permettez-moi de planter le décor. Il y a 8 mois, ma vie était un empire méticuleusement organisé et très lucratif. Je m'appelle Elias Thorne et j'étais l'auditeur judiciaire en chef de Vanguard Global Logistique, un conglomérat multinational de transport. Je ne faisais pas que gérer l'argent. Je le traçais, le protégeais et démasquais impitoyablement ceux qui essayaient de le voler. Mon travail consistait à trouver les fantômes dans la machine, les comptes fantômes, les factures gonflées, les employés fictifs. Pendant 5 ans, j'ai été le meilleur dans mon domaine. Mais ma poursuite implacable d'un énorme système de détournement de fonds internes de plusieurs millions de dollars a fini par faire de moi une cible. L'architecte de ce système était Marcus Vance, mon propre associé et un homme en qui j'avais une confiance implicite depuis plus d'une décennie. Nous avions construit le département ensemble. Mais Marcus était devenu cupide, utilisant sa position pour détourner des fonds vers des sociétés offshore. Lorsque j'ai finalement reconstitué le complexe réseau de transactions frauduleuses et les présenté au conseil d'administration, Marcus a frappé en premier. Il avait anticipé mon mouvement. Il a planté de faux livres de comptes, hautement sophistiqués, dans mon bureau personnel, a averti le conseil que j'étais le cerveau de l'opération et a divulgué une version heavily edited et accablante de l'histoire à la presse financière. En l'espace d'une seule semaine, brutale et très médiatisée, tout mon monde s'est effondré. J'ai été suspendu, ma réputation a été déchiquetée dans les médias et mes économies ont été gelées par les tribunaux en attendant une enquête complète. Pire encore, ma fiancée, Sarah, incapable de supporter le cirque médiatique implacable et la perte soudaine de notre style de vie luxueux, a fait ses bagages et m'a quitté. Elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas épouser un homme qui serait empêtré dans des litiges fédéraux pendant les 5 prochaines années. Il ne me restait plus qu'un sac de sport, une voiture et un profond sentiment de trahison. J'ai fait mes bagages et conduit vers l'ouest, m'éloignant de plus en plus de la ligne d'horizon de la ville jusqu'à ce qu'elle disparaisse complètement dans mon rétroviseur. J'ai fini à Oakaven, une petite ville rurale oubliée et poussiéreuse à la limite de l'État, un endroit où le rythme de la vie se mesurait en saison plutôt qu'en trimestres fiscaux. J'avais besoin de travail. J'avais besoin de me faire discret, de garder la tête baissée et de survivre jusqu'à ce que la tempête légale se calme enfin et que mon nom soit blanchi. C'est ainsi que je me suis retrouvé devant la grille en fer rouillé et affaissé du domaine Miller, regardant une ferme autrefois magnifique qui tombait maintenant en ruine. Les clôtures s'effondraient, les champs étaient envahis par les mauvaises herbes et la maison principale, bien que structurellement solide, avait désespérément besoin de peinture et de soins. J'ai frappé à la porte d'entrée et une belle femme incroyablement stressée, nommée Helena Miller, a répondu. Elle avait l'air épuisée. Ses yeux étaient rouges d'avoir pleuré. Ses mains étaient calleuses et tremblantes, et il y avait une tristesse profonde gravée dans ses traits. Elle portait une chemise en jean délavé et des bottes de travail, ayant clairement passé la matinée à essayer de faire le travail d'un homme toute seule. Je me suis présenté et lui ai demandé si elle avait besoin d'aide pour réparer ses clôtures effondrées ou faire de l'entretien général. Je lui ai dit que je n'étais pas difficile et que je travaillerais pour le gîte et le couvert si nécessaire. Helena m'a regardé, étudiant mon visage pendant un long moment. Elle ne m'a pas offert un salaire. Au lieu de cela, elle est descendue du porche, a essuyé une larme sur sa joue et a chuchoté quelque chose qui a complètement déraillé mes plans. « Je n'ai pas besoin d'un ouvrier manuel », a-t-elle dit, sa voix tremblante mais résolue. « J'ai besoin d'un mari pour sauver mon héritage. » Elle m'a invité à entrer pour un café et à expliquer la situation avec une dignité calme et désespérée qui a commandé mon respect immédiat. Le testament de sa défunte mère était inébranlable mais incroyablement archaïque, rédigé par un grand-père qui ne faisait pas confiance à sa fille pour gérer le domaine seul. Le vaste domaine de 200 hectares de Miller et la fiducie familiale associée de plusieurs millions de dollars passeraient à Helena en toute propriété seulement s'il était légalement marié avant son 30e anniversaire. Sinon, l'ensemble de la propriété, y compris la maison où elle a grandi et l'héritage que sa mère avait construit, irait à son beau-père, Victor Sterling. Son anniversaire était dans exactement 3 semaines. Victor, un promoteur immobilier local cupide et corrompu avec des liens profonds et néfastes avec le juge du comté et le conseil de zonage local, essayait de la forcer à lui vendre le terrain pour des miettes depuis des années. Il avait déjà systématiquement coupé ses lignes de crédit, saboté ses tentatives d'obtenir des prêts agricoles et essayait activement de la mettre en faillite pour. Je ne me suis pas battu avec lui dans la boue. Je ne me suis pas mis en colère. Je n'ai pas eu recours à une vengeance physique et impulsive. Au lieu de cela, je me suis mis au travail. Je suis allé au bureau du greffier du comté et j'ai extrait tous les dossiers publics. Permis de zonage et dépôt d'entreprise pour la société de développement de Victor,
Sterling Enterprises. J'ai passé mes nuits à la table de la cuisine avec les vieux livres de contes poussiéreux de la mère d'Helena, en les recoupant avec les documents de la fiducie familiale et les dépôts d'entreprises publiques de Victor. Je buvais du café noir et travaillais jusqu'au lever du soleil. Je n'étais pas juste un ouvrier agricole. J'étais un auditeur judiciaire. Et en creusant plus profondément dans le labyrinthe des finances de Victor, j'ai trouvé la fuite. Victor n'avait pas seulement essayé de voler la terre, il utilisait la fiducie familiale Miller comme un fonds personnel non réglementé depuis plus de 5 ans. Il avait créé un réseau complexe de sociétés écrans pour détourner de l'argent de la fiducie afin de couvrir ses propres entreprises immobilières défaillantes et très endettées. Il commettait un détournement de fonds massif et classique. Le point de rupture est arrivé le matin du 30e anniversaire d'Helena. L'air était lourd de tension. L'avocat de la famille, un homme suffisant et lisse nommé David Croft, qui était clairement sur la liste de paix de Victor, est arrivé à la maison avec une pile de papiers de saisie et d'expulsion. Victor se tenait derrière lui sur le porche, ricanant, vibrant presque d'anticipation de sa victoire ultime. « Helena !» a dit l'avocat avec douceur, ajustant sa cravate en soie et lui tendant les documents. « Compte tenu des antécédents financiers, très douteux, probablement criminels de votre mari, et des dettes en cours et maintenant exigibles sur sa propriété, Victor a gracieusement proposé d'assumer l'hypothèque et les impôts fonciers en retard. C'est le seul moyen d'éviter que vous ne vous retrouviez tous les deux à la rue d'ici midi. Signez les papiers. » Helena m'a regardé, terrifiée, ses mains agrippant le bord de la table en bois de la cuisine si fort que ses jointures sont devenues blanches. Au lieu de paniquer, au lieu de crier, je me suis dirigé vers l'îlot de la cuisine. J'ai pris un épais dossier relié et fortement englouté que j'avais préparé ce matin-là, le résultat de 2 semaines d'investigation relentless, silencieuse et méticuleuse. En fait, David, ai-je dit en m'adressant à l'avocat avec un ton poli, presque ennuyé, il n'y aura pas de saisie, et il n'y aura pas de vente. En fait, vous et votre client êtes dans de très gros ennuis. J'ai fait glisser le dossier sur la table. Ce sont les états financiers entièrement audités et légalement certifiés de la fiducie familiale Miller pour les 10 dernières années, recoupés avec les relevés bancaires de Sterling Enterprises. Comme vous pouvez le voir clairement à la page 14, Victor a systématiquement détourné des fonds de la fiducie pour payer les pouvoir saisir la propriété lui-même. C'était un monstre qui utilisait la loi comme une massue pour intimider les vulnérables. Je n'ai pas hésité. J'étais un homme qui n'avait rien à perdre, un esprit analytique brillant pour les chiffres et une haine profonde et brûlante pour les gens qui utilisaient le système juridique pour exploiter les autres. « Je serai ton mari », ai-je dit, ma voix parfaitement stable, rencontrant son regard. Mais nous faisons ça à ma façon. Pas de questions sur mon passé, pas d'attente d'une vraie romance à moins qu'elle ne se développe naturellement, et tu me laisses gérer toutes les finances et les questions juridiques. Helena a accepté. Et nous avons eu un mariage discret et sans cérémonie au tribunal le lendemain matin. Il n'y avait pas d'invité, pas de fleurs, juste un juge fatigué et nous deux. Victor était furieux quand il a appris. Il s'est présenté à la ferme cet après-midi-là, ses chaussures en cuir coûteuses et polies craquant bruyamment sur l'allée de gravier. Il conduisait un immense SUV de luxe noir qui semblait totalement déplacé dans le cadre rural. Il a ricané devant mes bottes usées, ma veste bon marché et la berline modeste que je conduisais. Il a regardé Helena avec un mépris non dissimulé et moi avec une pure arrogance non adultérée. « Tu crois que tu peux sauver cette ferme ?» Le citadin, Harry Victor, un son dur et grinçant qui a résonné sur le porche. « Tu n'es qu'un obstacle temporaire. Un vagabond pathétique et désespéré qui joue à la maison. Je vais vous enterrer tous les deux sous les frais de justice. Je vais vous empêtrer dans des procès jusqu'à ce que vous me suppliez d'acheter cette terre pour la ferraille. La terre est à moi et j'obtiens toujours ce qui est à moi. » Je n'ai pas crié. Je ne l'ai pas jeté du porche. Je ne lui ai pas donné la réaction émotionnelle qu'il cherchait désespérément. Je l'ai simplement regardé avec une indifférence calme et clinique, le même regard que j'utilisais pour donner aux PDG corrompus avant de leur remettre leur papier de licenciement. « Tu es le bienvenu pour essayer, Victor ?» ai-je dit tranquillement, ma voix à peine au-dessus d'un chuchotement me portant parfaitement dans l'air immobile. « Mais tu trouveras que le domaine Miller est beaucoup plus compliqué que tu ne le penses. Je te suggère de vérifier tes propres livres avant de menacer les miens. » Les yeux de Victor se sont rétrécis, son rictus vacillant pendant une fraction de seconde avant qu'il ne renifle et ne retourne à son SUV, claquant la porte et dérapant hors de l'allée. Au cours des 2 semaines suivantes, Victor a mené une guerre d'usure implacable et impitoyable. Il a déposé des injonctions frivoles affirmant que les limites de la propriété étaient contestées. Il a essayé de couper notre approvisionnement en contestant les droits historiques du puits avec le comté. Il a même fait passer accidentellement ses hommes sur notre portail principal avec un tracteur.
créancier de sa propre entreprise. Il a créé 3 sociétés écrans pour masquer les transactions. C'est une violation classique de l'obligation fiduciaire, s'élevant à exactement 2 400 000 $ de détournement de fonds fédéral et de fraude électronique. J'ai déjà envoyé une copie certifiée et notariée au procureur général de l'État au bureau de terrain du FBI ce matin. Le rictus arrogant de Victor a disparu instantanément. Son visage est devenu pâle, la couleur drainant de ses joues si vite qu'il ressemblait à un fantôme. L'avocat a feuilleté frénétiquement les pages, ses mains tremblant violemment alors qu'il lisait les preuves indéniables, mathématiquement prouvées et irréfutables. De plus, ai-je continué, ma voix parfaitement calme, résonnant dans la cuisine silencieuse, j'ai utilisé le dernier de mon capital personnel que j'ai liquidé d'un compte offshore caché que j'ai gardé pour les urgences, pour acheter la dette en souffrance et en défaut sur cette propriété à la banque régionale hier. Je suis maintenant le seul créancier hypothécaire. Victor, tu ne possèdes pas mon hypothèque. Je possède la tienne. Ma banque appelle les prêts commerciaux de ton entreprise à midi aujourd'hui. Sans les fonds de la fiducie que tu as volés pour maintenir ton entreprise à flot, tu es complètement insolvable. Sans sa liquidité, et face à une inculpation fédérale imminente, la société de développement de Victor était instantanément morte dans l'eau. L'avocat a regardé Victor, puis moi, et a tranquillement rangé sa mallette. Il n'allait pas défendre un fraudeur, et il n'allait certainement pas aller en prison pour lui. Victor s'était lancé, le visage rouge de rage, ses mains serrées en poings serrés, ses yeux exorbités. « Tu m'as tendu un piège. Tu n'es qu'un vagabond. Je vais te tuer. Je le jure devant Dieu, je vais te tuer. » J'ai fait un pas en arrière calmement, gardant ma voix stable, mes yeux verrouillés sur les siens avec une autorité absolue et glaciale. Je suis l'homme qui lit les petites lignes. Victor, je suis l'homme qui trouve les fantômes dans ta machine. Tu as essayé de voler un héritage que tu n'as pas construit, à une femme que tu ne respectais pas. J'ai juste équilibré les livres. La police est arrivée exactement 10 minutes plus tard, non pas pour violation de domicile, mais pour signifier à Victor une assignation à comparaître fédérale pour fraude financière, accompagné de 2 agents du FBI qui attendaient au bout de la route. Il a été emmené dans de lourdes menottes, criant des menaces et des malédictions que personne n'écoutait, son empire s'effondrant en poussière autour de lui. Une semaine plus tard, Elena et moi étions assis sur le porche nouvellement réparé, regardant le coucher de soleil sur les champs que nous possédions désormais en toute propriété, libres et clairs. La ferme était calme, paisible et enfin en sécurité. Elle m'a regardé, un sourire sincère et radieux sur le visage, le lourd fardeau des derniers mois enfin levé de ses épaules. « Tu n'as pas juste sauvé ma ferme », a-t-elle dit doucement, penchant sa tête contre mon épaule, sa main trouvant la mienne. « Tu m'as sauvé. Tu m'as rendu ma vie. » J'ai regardé la femme qui m'avait donné un foyer, un but et une raison de me battre quand je n'avais absolument rien. Je ne ressentais plus la colère de ma vie passée. La trahison de Marcus, la perte de Sarah, la ruine de ma réputation. Tout cela semblait appartenir à une autre vie. Je ressentais juste la paix. Je ne t'ai pas sauvé. « Elena !» ai-je dit en serrant doucement sa main. J'ai juste investi dans la bonne partenaire. Et pour la première fois de ma vie, le retour sur cet investissement est incommensurable. Parfois, la meilleure vengeance ne consiste pas à donner des coups de poing, à crier ou à agir sous le coup d'une colère impulsive. Parfois, il s'agit simplement de lire tranquillement le grand livre, d'acheter la dette et de laisser la loi froide, durée impitoyable, faire le gros du travail.